choisi le sujet. Je vous parlais des patients douloureux chroniques. En fait, on a toujours, moi, je m'étais toujours posé des questions existentielles sur qu'est-ce qu'on fait des patients sous morphinique qui vont avoir une intervention chirurgicale en fonction du type d'intervention chirurgicale qu'ils vont avoir. Et qu'est-ce qu'on fait aussi des patients qui sont substitués par méthadone ou Subutex. Moi, ça a toujours été un grand débat pour moi. Alors, on a voulu parler de ça parce que... Alors, du coup, par contre, je ne peux pas passer. Ah. Avec la flèche de l'ordi, non, ça ne marche pas, je sais pas. Voilà. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de quels opioïdes on peut rencontrer, mais on va aller très vite. Hein. Et puis, c'est le patient douloureux chronique, donc on va parler de morphinique et aussi rapidement des autres thérapeutiques que vous pouvez rencontrer chez les patients douloureux chroniques. Donc, ça sera essentiellement les thérapeutiques spécifiques des douleurs neuropathiques qu'on peut être amené à voir, et puis aussi donc, le cas particulier des patients substitués. Pourquoi est-ce qu'on avait voulu faire ce topo? Là, on en avait discuté avec Nicolas Adrien, c'est parce qu'en fait, il y a les dernières recommandations 2022 qui sont sorties de la HAS sur, justement sur le bon usage des médicaments opioïdes. Donc, ce n'est pas du tout spécifique à l'anesthésie, mais voilà, c'est quand même très bien fait sur tout ce qui est introduction des traitements, suivi des traitements, les indications dans les douleurs chroniques, et puis aussi la recherche de troubles de mésusage, en fait. Il y a, qu'est-ce qui m'a servi d'autre? Alors après, bon, je n'ai pas mis de toute façon exhaustive. Les RFE, donc c'est celles de 2009, elles ont été réactualisées en 2016. Et puis ça, c'est le livre blanc de la douleur. Vous en avez entendu parler ou pas? Ouais. Je l'ai en version PDF, si vous voulez, je pourrais vous le donner. Et là, il est vraiment très, très bien fait. Il est tout récent, il date de 2022. Coopération SPHAR SFETD sur en fait, la douleur post-op, les risques de chronicisation et les façons les facteurs, comment on peut y remédier. Voilà. Bon, les indications pour les patients, vous aurez des patients douloureux chroniques sous opioïdes, toutes les douleurs liées au cancer, ça ne se pose pas comme question. Et il y a certaines douleurs chroniques non cancéreuses, mais nous, on fait très attention parce qu'il faut vraiment que ça soit globalement toujours en troisième intention, après échec des autres thérapeutiques et dans des indications assez ciblées. Il y a des indications où c'est en fait vraiment des indications où c'est pas recommandé. Migraine, fibromyalgie, endométriose, on est vraiment plutôt dans du délétère. C'est des patients jeunes en plus. Donc ceux-là, on ne met pas de morphinique. Quelques définitions. Donc la tolérance. Alors en fait, la tolérance, c'est vraiment l'accoutumance. C'est vraiment un mécanisme d'adaptation physiologique. C'est une perte progressive d'efficacité qui n'a rien à voir avec une dépendance psychologique. C'est vraiment ce que je dis aux patients. La tolérance, elle est obligatoire en fait au bout d'un moment, assez rapidement. Il faut augmenter la dose nécessaire pour obtenir le même effet pharmacologique. Mais en augmentant la dose, on a quand même une efficacité. Et ça, c'est très différent de la dépendance psychologique qui est vraiment l'addiction. Et donc là, c'est vraiment un trouble du comportement. On recherche vraiment de façon compulsive le produit. Et ça se voit, c'est rarement le problème dans les cas des douleurs cancéreuses. En fait, on n'a pas trop de problème, c'est surtout dans les pathologies non cancéreuses. Donc, il y a la dépendance physique, voilà, c'est vraiment la pharmacodépendance. Donc, par contre, celle-là, c'est pareil, il n'y a pas de problème de mésusage là-dedans, mais en fait, c'est vous arrêtez la morphine, vous avez le syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement. Et ça ne veut pas du tout dire que le patient est toxicomane ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut le savoir, on ne peut jamais arrêter brutalement un traitement. C'est différent du mésusage. Donc, le mésusage, c'est vraiment le patient qui va utiliser la morphine de façon inappropriée, avec plus ou moins un craving. Le mésusage, on a vu une patiente, moi, aujourd'hui, qui a une douleur chronique stable, mais qui a été mise sous Abstral par un médecin. Elle en prend maintenant une dizaine par jour, uniquement à visée antidépresseur. Donc là, on est complètement dans du mésusage. Là, c'est plus notre ressort, c'est le ressort des addictos. Donc, voilà, il faut bien faire la différence parce que voilà, tous les patients qui sont sous morphinique, ils ne sont pas forcément dépendants psychologiquement, mais ils ont une dépendance physique, ils ont un risque de syndrome de sevrage à l'arrêt. Et là, c'est des fois difficile de faire la part des choses et voilà, de considérer les choses. Bon, très rapidement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des patients qui sont sous morphine, c'est un agoniste mu pur, un forme injectable ou péros, élimination urinaire. L'oxycodone, c'est aussi un agoniste mu, mais c'est un opioïde de synthèse. Par rapport à la morphine, il y a moindre accumulation de métabolites, donc on dit que du coup, c'est un petit peu plus sécure en cas d'insuffisance rénale. On va voir que ce n'est pas le plus sécure en cas d'insuffisance rénale. Il y a une meilleure biodisponibilité, ce qui explique les différences de posologie.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Le fentanyl, donc ça, le fentanyl, donc vous connaissez, il est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. Le gros avantage du fentanyl, c'est qu'il a une liposolubilité très élevée, et donc on le donne essentiellement par voie transdermique et transmuqueuse. On peut le donner par voie IV, mais alors en fait, c'est dans de rares cas. Le docteur Guérin de Saint-Antoine nous avait fait un topo sur la PCA fentanyl, qui peut avoir des indications pour certaines douleurs cancéreuses vraiment réfractaires. Mais bon, c'est quand même, faut quand même connaître le produit et c'est quand même rare de le voir en intraveineux. Le gros avantage du fentanyl, c'est que l'élimination, elle est fécale, il n'y a pas de métabolite actif. Donc en fait, il y a une très grosse sécurité d'emploi en cas d'insuffisance rénale. C'est le plus sûr en fait en cas d'insuffisance rénale. Donc, on l'a sous deux formes principales, le durogésique que vous connaissez bien. Donc celui-là, c'est vraiment forme transdermique. Donc l'indication, c'est toute douleur chronique stable. On ne va pas faire un traitement d'une douleur qui évolue avec du durogésique parce que la diffusion est continue sur 72 heures, mais il y a un délai d'action de 12 heures. Et une fois que vous enlevez le patch, ça agit encore pendant 12 heures. Donc c'est très difficile. On ne peut pas faire une titration au fentanyl transdermique. À peu près les équivalences, voilà, on retient globalement 60 mg de morphine, ça équivaut à 25 microgrammeurs de durogésique. Et puis on a les formes transmuqueuses. Il y a plusieurs formes galéniques, les applicateurs buccales, sublinguales, gingivales, les pulvérisations nasales. On ne les a pas toutes sur la PHP, donc je crois qu'entre autres l'Abstral, on l'a plus, c'est le Récivite qu'on a maintenant. Celui-là, l'indication du fentanyl transmuqueux, c'est vraiment le traitement des accès douloureux paroxystiques dans les douleurs du cancer chez des patients qui sont déjà sous opioïdes. Mais on se rend compte que globalement, une fois sur deux, l'indication est mauvaise et c'est là la source de mes usages. Donc ma patiente que j'ai vue ce matin, j'en avais un autre, c'était une tendinite de l'épaule, son médecin traitant l'avait mis sous Abstral. Donc lui pareil, il n'est jamais revenu quand je lui ai dit qu'il était toxico, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais lui, il est resté avec sa toxicomanie tranquille chez lui. Voilà. Donc, le délai d'action, il est très rapide, 10-15 minutes, la durée d'action, 1 à 2 heures. Donc, c'est vraiment pour les accès douloureux paroxystiques. Alors, les équivalences entre opioïdes, on a plein de tableaux différents. Globalement, il ne faut plus trop se prendre la tête. Il y a je ne sais pas si vous connaissez OpioConvert. Alors, ce n'est pas une appli encore, ce n'est pas sous forme d'appli, c'est un site internet qui se présente comme une appli qui a été donc créé avec via les sociétés savantes, qui permet de faire la conversion de toute molécule de morphine, quelle que soit vous mettez votre molécule de départ, la galénique, vous mettez la molécule d'arrivée, la galénique, et vous avez la conversion. Donc, en plus, c'est une marge sécuritaire. Donc, une fois que vous avez votre dose à la fin, ce n'est pas la peine de se dire je vais encore enlever un tiers parce que si jamais, etc. Et c'est vraiment maintenant, nous, on milite un peu pour cette appli et puis laisser tomber tous les tableaux de conversion, en fait. Voilà, donc vous n'embêtez pas plus que ça. Alors, la méthadone, maintenant. La méthadone, dans les traitements substitutifs, elle a l'AMM uniquement pour la substitution des patients sous morphinique en France. Mais aux États-Unis, on la donne aussi à visée antalgique. C'est un très bon antidouleur, en fait. En France, en cancéro, on retrouve la méthadone parfois à visée antidouleur, mais c'est hors AMM. Elle existe aussi en forme intraveineuse, mais pareil, c'est des ATU. Et la méthadone, alors c'est un agoniste mu et en même temps c'est un antagoniste MDA, donc c'est intéressant. Moi, je la manipule pas très bien à visée antalgique, mais par contre à visée anti-NMDA chez des patients cancéreux qui ont des douleurs réfractaires, au morphinique, etc. On mettait des toutes petites doses de méthadone, on commence à 2 mg 3 fois par jour, et on a un effet anti-NMDA qui est intéressant. Surtout les patients, quand on leur met de la kétamine en plus de la morphine, mais après, on n'a pas de relais péros de la kétamine. La méthadone, c'est plus intéressant, parce que c'est péros. Voilà. Elle a une très bonne biodisponibilité. Le début d'action est rapide, la durée d'action est longue, et en fait, il y a une grosse variabilité interindividuelle, ce qui fait que c'est difficile en fait, à manipuler. Donc, à chaque fois qu'on a des topos sur la méthadone, les médecins qui connaissent bien disent c'est très simple. Ils vous sortent plein de protocoles différents d'introduction, etc. Moi, je trouve que c'est quand même... je pense qu'il faut un peu l'habitude pour l'introduire en tant que traitement antalgique. La méthadone, elle est intéressante parce qu'elle a une élimination qui est fécale aussi uniquement, donc il y a une grande sécurité d'emploi, comme le fentanyl en cas d'insuffisance rénale. Mais par contre, attention en cas d'insuffisance hépatique. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses.
Mais par rapport à la morphine, il y aura moins de toxicité, neuropsie, il y aura moins de nausées, vomissements, moins de constipation. Il est antagonisé par l'analoxone. Vous avez un risque d'allongement de QT, surtout pour des doses supérieures à 120 mg par jour, d'où l'importance de faire un ECG. Voilà. Et voilà, la méthadone, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus concernant les ratios. Donc, les ratios, en fait, dépendent de l'EMO que vous avez initialement quand vous voulez faire des substitutions. Donc, vous voyez que ce n'est pas très évident quand même à manipuler comme ça. Le Subutex, donc, on va voir que les patients qui sont substitués par méthadone ne posent pas vraiment de problème en soi. Par contre, ce qui pose un peu plus de problème, c'est le Subutex parce que c'est un agoniste-antagoniste. Donc, c'est un agoniste partiel mu avec un effet plafond qui est intéressant parce que quand on augmentera les doses de Subutex, il n'y aura pas plus d'effets antalgiques, mais il n'y aura pas plus de risque d'effets secondaires aussi. Donc, c'est a priori plus sécuritaire que la méthadone en termes d'insuffisance respiratoire, enfin voilà, de dépression respiratoire. Et il est antagoniste kappa aussi. Il est agoniste partiel, il est quand même déplacé par les morphiniques qu'on utilise en PEROP, sufentar et mifentanil. Ça, vous n'aurez pas de problème en PEROP globalement. Mais ce sera le problème pour le Subutex, c'est les patients qui auront besoin de morphine en post-op. Le Subutex est 25 à 30 fois plus puissant que la morphine et le ratio, c'est à peu près x30. La méthadone se présente plutôt en sirop. Donc, vous voyez, les doses usuelles, c'est 40 à 80 mg par jour. Encore une fois, en France, c'est uniquement à visée de substitution, alors qu'aux États-Unis, mais bon, je pense que ça va finir par arriver, on l'utilise aussi à visée antidouleur. L'AMM, c'est pour la substitution. La prescription se fait uniquement par les centres agréés. Alors que le Subutex, c'est plus facile en fait de manipulation, c'est des comprimés. La dose d'entretien, globalement, c'est 8 à 16 mg par jour. En gros, schématiquement, on va mettre de la méthadone si l'objectif pour le patient, c'est de réduire les doses d'opioïdes. On va mettre du Subutex si l'objectif, c'est l'arrêt de la consommation. Parce que le Subutex, ça va être plus facile. Alors là, je ne vous ai pas mis, ce n'est pas l'objet du topo, mais pour les décroissances de Subutex, c'est plus facile à mettre en place que la méthadone. Et puis, c'est plus sûr vis-à-vis du risque de surdose. Bon, globalement, juste pour retenir, ceux qui sont sûrs en cas d'insuffisance rénale, c'est le fentanyl et la méthadone. Bon, les autres doivent être adaptés en fonction de la fonction rénale. Voilà, ça c'était juste un rapide retour sur qu'est-ce que vous pourrez être amené à manipuler en périop. Alors, maintenant, les principes généraux, en fait, les principes généraux en fait, de la gestion périop des opioïdes, donc ça, c'est tous les recours HAS. Il ne faut pas réduire les traitements médicamenteux en périop. Il ne faut pas se dire que la période périopératoire, c'est une bonne période pour un sevrage. On pourra le faire à distance, mais jamais pendant. Savoir que les besoins post-op en opioïdes sont plus importants que d'habitude, la douleur est peut-être plus difficile à contrôler. Ça, c'est important parce qu'en fait, on est tous confrontés à ces patients, soit sous morphinique pour d'autres causes, soit des toxicomanes substitués. Je pense que les toxicomanes, c'est encore un peu plus compliqué parce que voilà, on augmente les doses de morphine, le patient il a toujours mal, et puis il y a toujours le moment où on se dit bon, il simule, il veut sa dose, voilà, c'est compliqué. Donc, il y a tout un contrat de soins à mettre en place avec le patient en préopératoire. Donc, bon, je ne peux pas vous faire l'affront de revenir là-dessus, mais évidemment, tous ces patients, protocole d'analgésie multimodale, évidemment, avec les INS, on en déplace aux chirurgiens. Voilà. Et puis, kétamine aussi, comme anti-NMDA. Bon, de toute façon, ça, c'est des choses que vous savez, mais bon, c'est remis dans les recos. Et toujours privilégier la voie orale dans les jours qui suivent la chirurgie. Toujours dans les recos HAS, toujours poursuivre le traitement de fond le matin de la chirurgie. Après, on adapte la galénique à l'absorption prévue possible par le patient. En fait, il faut partir du principe que sa dose dentalgique, c'est sa dose de fond, sa dose de base. Ce n'est pas une dose antalgique. Voilà. Et là-dessus, il faudra rajouter les antalgiques, analgésie multimodale et, si besoin, morphinique en plus. Et donc, ces patients, on va vraiment avoir besoin de les garder plus longtemps à SSPI pour les titrer. Voilà, titrer vraiment adapté à l'antalgique. Bon, ça, juste pour vous dire que maintenant, globalement, la voie sous-cute, on l'a beaucoup pratiquée, elle est plus du tout recommandée, parce qu'en fait, il y a une cinétique qui est aléatoire, et en plus, ça fait des douleurs induites. On n'a pas vraiment d'intérêt à la sous-cute, quoi. Enfin, c'est soit Péros, soit IV, en fait. Alors,
Voilà pour un petit cas pratique. Vous avez un patient de 60 ans qui va avoir une gastrectomie totale qui est sous scannant, actiscannant. Je vous ai mis des doses faciles. Qu'est-ce que vous allez prévoir en post-op pour ce patient comme traitement antalgique? Vous avez une idée déjà? Vous allez faire quoi? Vous allez laisser en péros le matin, en post-op, vous allez laisser en péros, vous allez faire quoi comme substitution? Comment vous allez donner la morphine? Péros le matin? Ouais. Avant l'opération. Ouais. Ça, c'est compliqué. Non, après, ouais. Surtout le LP. Ouais. Gastrectomie totale, il faut partir du principe que l'absorption, elle sera quand même pas terrible, y compris le matin de l'intervention, quand même, c'est compliqué de le mettre en péros quand même, parce que derrière, on va faire la gastrectomie. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est un relais, en fait. Moi, je ferai un relais IV d'emblée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est calculer déjà sa dose de base de morphine. Il prend combien par jour? C'est 40 x 2 plus 10 x 4. Ça fait 120 mg par jour d'équivalent morphine orale. On divise par 3, on a la dose en IV, donc 40 mg. En post-op, on va... alors, soit vous donnez la dose péros le matin, effectivement, et puis par contre, en IV, il faudra prendre un relais. En post-op, il faudra prendre un relais IV. Soit vous mettez d'emblée une dose IV le matin pour être sûr voilà, de votre coup pendant le pérope. Mais ce qui va être hyper important, c'est la titration SSPI, et il va falloir faire une PCA avec un débit continu. Le débit de 1,6 mg/h, ça va correspondre à son besoin de base, qui est en fait les 40 mg IV que vous avez divisé par 24, ça fait 1,6 mg/h. Et après, les bolus, il va falloir les adapter. On ne peut pas mettre des bolus de PCA morphine standard, en fait. Ça sera envoyé entre 1,6 à 4 mg toutes les 10-20 minutes. En fait, c'est 1/24e, 1/10e de la dose totale journalière qui est recommandée. Donc, c'est assez variable, d'où l'importance de vraiment de les suivre en SSPI. Pas de dose max par 4 heures, ça c'est de façon générale. Mais vraiment, voilà, l'important, c'est l'évaluation, consommation, analgésie, sédation, adapter les doses. Les besoins morphiniques sont majorés, j'ai mis x1,5, mais souvent, ça va être plus. Voilà. Et vraiment adapter, il faut vraiment... la dose de morphine de base, il faut lui donner, en fait. D'une façon ou d'une autre, il faut lui donner. Si besoin, rotation des opioïdes, alors oui, c'est-à-dire que si vous avez une inefficacité de la morphine en post-op, c'est intéressant de faire une rotation d'opioïdes vers l'oxynorme et inversement d'ailleurs aussi. On sait pas. Alors la rotation des opioïdes, c'est très intéressant, soit parce que finalement, ça n'agit pas tout à fait sur les mêmes récepteurs, ou les métabolismes ne sont pas les mêmes, en tout cas. Mais là, c'est de façon générale, quand vous avez en post-op un patient, alors soit vous avez l'impression que la titration morphine, ça ne lui fait rien du tout, ça vaut le coup de passer à l'oxynorme, ou si vous avez beaucoup d'effets secondaires avec une des molécules, ça vaut le coup de faire le switch. On a des bonnes surprises. Et attention quand même au type de chirurgie, vous avez deux situations. La chirurgie à visée antalgique, typiquement la kyphoplastie. Il va falloir faire vraiment attention parce que théoriquement en post-op, il aura besoin de beaucoup moins de morphine. Donc, il faut vraiment alléger le traitement morphinique dès le post-op immédiat, vraiment surveiller le patient. Par contre, la chirurgie n'est sans lien avec les causes de la douleur. En tout cas, vous savez qu'elle n'a pas une visée antalgique. Il faut mettre le même traitement morphinique en pré-op et rajouter les antalgiques si besoin là-dessus. Alors, quelques exemples de relais. Donc, je suis désolée, les diapos elles sont un peu anciennes et du coup, il y a encore le sous-cute qui apparaît, mais vraiment, comme je vous ai dit, il faut l'oublier. Si vous avez un patient qui est sous fentanyl, un patch de fentanyl, il est bien équilibré, vous voulez passer. Donc, alors, le patch de fentanyl, sauf pour des chirurgies mineures, voilà, de l'ambulatoire, etc., il faut plutôt le relayer, les chirurgies majeures, parce qu'on a des modifications de l'absorption du fait des couvertures chauffantes, etc., les modifications de température. Donc, voilà. Et puis en plus, moi, je pense qu'un patch de fentanyl, si derrière votre patient il va au bloc, enfin derrière en chir ou que ce soit en UAC ou quoi, il y a une chance sur deux pour que le patch il passe à l'as, qu'il ne soit pas forcément remplacé au bon moment en fait. Donc pour faire un relais fentanyl-morphine, que ce soit IV ou LP, dans tous les cas, il faut savoir que quand vous enlevez votre patch, il agit encore pendant 12 heures après. Donc vous enlevez votre patch et 12 heures après, vous pouvez commencer votre morphine, que ce soit en LP ou en IV. Le LP, parce que c'est 1 heure de délai d'action, donc c'est pareil. Et entre les deux, si vous voulez être sûr, vous mettez des interdoses de secours, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement comment la décroissance va se faire, et peut-être que sur les 4 dernières heures, le patient aura besoin quand même d'un soutien morphinique. L'inverse, vous avez un patient sous morphine IV, voilà, vous vous éloignez du périop, vous voulez remettre son patch de fentanyl. Donc, toujours pareil, il faut ça. Donc, le patch de fentanyl met 12 heures à agir. Donc,
Vous mettez votre page de fentanyl et en même temps, vous continuez la morphine en IV, ou que ce soit OLP, d'ailleurs, on va voir après. Et globalement, théoriquement, vous pouvez arrêter votre morphine IV à H12, parce que le diurogésique commence à fonctionner à H12. En pratique, vers H6, soit on l'arrête avec des interdoses, soit on diminue franchement, on diminue de 50% la dose de morphine IV. Encore une fois, parce qu'il y a une variabilité, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Relais morphine LP fentanyl, c'est pareil, c'est-à-dire que vous savez que votre morphine LP, elle agit tout de suite, mais le diurogésique agit encore pendant 12 heures. Donc, quand vous mettez votre dernière dose de morphine LP, vous prenez votre dernière dose de morphine LP, elle va agir pendant 12 heures, et en même temps, vous collez votre page de diurogésique, et il va agir au bout de 12 heures. Normalement, le page de diurogésique va prendre le relais à la prochaine dose de morphine LP qu'il aurait dû avoir. Vous avez un patient sous morphine IV que vous voulez repasser à la morphine LP, là, voilà, quand vous arrêtez la morphine IV, vous donnez sa morphine LP, vous savez que de toute façon, ça agit à peu près en même temps, toujours avec des interdoses si besoin au début pour adapter. Enfin, vous êtes sous morphine LP et vous voulez passer en IV. En fait, c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire que il faut juste se souvenir du délai d'action et la durée d'action. La morphine LP, ça agit pendant 12 heures. La morphine IV, ça agit tout de suite, quoi. Donc, vous mettez donc, en fait, vous avez une analgésie satisfaisante, donc vous n'avez pas besoin de faire plus d'équilibration antalgique. Vous prenez votre morphine LP, vous savez qu'elle agit 12 heures, et à la dose suivante, où on aurait dû avoir la morphine LP, vous commencez votre morphine IV. Si l'analgésie est insuffisante avec nécessité de soulagement rapide, vous êtes appelé dans les étages, votre patient il a pris sa morphine LP, mais vous vous rendez compte que vraiment il faut mettre en place de la morphine IV, vous faites une pompe PCA pendant 12 heures, que le patient il puisse au moins être soulagé, et après on prend le relais avec le débit continu en plus à H12. Voilà. Donc, en résumé, donc là, c'est vraiment, je pense que l'objectif, c'est analgésie multimodale. La dose nécessaire, c'est la dose analgésique. Du moment tant que votre patient n'a pas d'effet secondaire de la morphine, il n'a pas d'effet, on surveille. Tant qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'est pas soulagé, s'il a mal. Juste s'il est en myosine, c'est un effet d'imprégnation. Ce n'est pas un signe de surdosage. Et l'analgésie post-op, ça vient en complément pour couvrir l'agression chirurgicale et la possible hyperalgésie induite. Ça, c'était pour les gestions des morphiniques. Vous avez des questions? C'est à peu près clair. Alors, rapidement, sur les autres traitements de la douleur chronique, ça va être assez rapide parce que la prise en charge, elle est assez univoque. Donc, c'est essentiellement les traitements de la douleur neuropathique, qui ont été revus en 2020. Voilà les recommandations. Donc, vous allez pouvoir être confronté à des patients qui sont sous IRSNA, du Loxétine ou venlafaxine, sous antiépileptiques, donc la gabapentine. On connaît tous le Lyrica. Vous savez tous le Lyrica, il a été rétrogradé là en 2020 pour cause de mésusage et de moindre efficacité finalement que les autres antidouleurs, antineuropathiques. Il y en a un qu'on aime beaucoup, c'est le Laroxyl, antidépresseur tricyclique, à petite dose, donc on n'est pas dans les doses antidépresseurs, donc on n'a pas tous les effets secondaires du Laroxyl. Et la Nafranil aussi, mais en pratique, on l'utilise beaucoup moins. On va avoir du tramadol, des associations de traitement. On parlera un petit peu des patients qui ont une stimulation médulaire et les PARC. Donc, il y a c'est les RFE de 2009 qui ont été réactualisés, mais c'est quand même toujours les mêmes. Traitements antiépileptiques, on les garde. Traitements antidépresseurs, on les garde. Les pompes analgésiques, on les garde, y compris avec, donc on peut avoir quoi dedans, de la ropie, on peut avoir de la morphine. Donc c'est vraiment conseillé aussi de garder. Et à la limite, c'est même plus simple parce que vous n'allez pas à vous poser de questions sur le relais. Vous laissez votre débit continu. Donc par contre, attention avec le baclofène, il faut éviter de l'arrêter. C'est le même problème qu'avec les curares. Pour les stimulateurs médulaires implantés, donc c'est les indications, c'est douleurs chroniques, traitement de certains troubles urinaires. Là, c'est les mêmes problématiques avec les pacemakers, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser, mais bon, c'est moins embêtant que le pacemaker, mais vous risquez de le dérégler avec le bistouri. Donc, ça ne pose pas de problème, vous pouvez l'arrêter le temps de la chirurgie, le stimulateur médulaire, voilà. Et il est recommandé de ne pas faire d'ALR périmédulaire. Voilà pour les autres thérapeutiques, donc c'est assez simple, en gros, on continue.
Alors, juste un mot sur le cas particulier pour les patients substitués. Quel est le risque à l'arrêt du traitement? Le syndrome de sevrage et le sous-estimation et le sous-traitement de la douleur post-op. Qu'est-ce qu'on risque à poursuivre le traitement pour les méthadones? Vous avez compris, aucun. Au contraire, c'est assez simple, la méthadone, parce que finalement, c'est un agoniste pur. Donc, vous laissez son traitement de base, vous en occupez pas, et derrière, vous faites votre anesthésie, en sachant qu'il y aura des besoins majorés en morphinique, per et post-op. Voilà. Et par contre, le Subutex pose le problème. Alors, comme je vous ai dit, pour les morphiniques à forte affinité, il n'y a pas de problème, mais ça sera pour le post-op. C'est un agoniste-antagoniste. On est un petit peu plus embêté sur la gestion des morphiniques. Une question que je n'ai jamais réussi à répondre, j'ai regardé un petit peu la littérature, c'est quel est le risque de récidive de la toxicomanie à la faveur de la chirurgie? C'est un risque théorique. En pratique, c'est évident qu'on évite tout ce qui est forme à libération immédiate et surtout les PCA, mais ce n'est pas du tout une contre-indication non plus. Et souvent, c'est vraiment un contrat de soins avec le patient. C'est en consultation d'anesthésie. Il faut leur expliquer que, en fait, faut qu'il soit, le patient, faut qu'il soit quand même très clair sur sa consommation de toxiques. Les patients substitués, souvent, ils sont très angoissés sur le fait qu'on va les prendre pour des toxicos, donc on ne va pas leur donner leur morphine post-op s'il y a besoin. Ils ont très peur aussi de la récidive, donc il faut quand même les rassurer là-dessus. Leur dire que c'est une espèce de contrat de soins, que de toute façon, la morphine, on la fait s'il y a besoin, on fait tout ce qui est en œuvre pour en mettre le moins possible avec l'analgésie multimodale. Que nous, on s'engage à prendre en compte sa douleur et à la traiter. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a nous, mais il y a aussi toutes les équipes soignantes autour. Avec le risque de non, mais celui-là, il n'a pas vraiment mal, il veut sa dose, etc. Ça, c'est sûr que sur le terrain, c'est un peu. C'est une réalité, quoi. Mais le patient, voilà, il s'engage aussi à ne pas recourir à des produits non prescrits, à nous faire confiance, en fait, et à accepter qu'il y aura peut-être une phase d'inconfort parce qu'on va devoir titrer. On n'aura pas, voilà, on ne sait pas quels sont ses besoins antalgiques, en fait. Toujours, évidemment, privilégier la LR. Les injections morphiniques après l'induction pour éviter l'effet flash. Et voilà, en PEROP, on a une augmentation des besoins hypnotiques et morphiniques. Dans la littérature, moi, je l'ai retrouvé entre x1,5 et x6, donc c'est vraiment assez variable. En post-op, vraiment pas sous-évaluer la douleur. Il ne faut pas confondre, c'est comme pour les traitements sous morphinique, analgésie et substitution. Et toujours la morphine péreuse dès que possible, mais la voie IV n'est pas contre-indiquée. Concernant la méthadone, on ne se pose pas de questions, on continue la dose habituelle pendant tout le périop. Si la voie péros est impossible, soit on fait une titration morphine IV, alors on peut céder des tableaux de conversion, mais des tableaux de conversion, vous avez vu que c'était très variable, donc il faut vraiment titrer. Voilà, ou sinon on peut avoir la méthadone IV aussi, mais ça c'est une ATU, c'est un peu compliqué, quoi. Toujours surveiller la fréquence respiratoire. Pour le Subutex, donc soit la douleur elle est légère à modérée. Alors les recommandations c'est d'augmenter ou de fractionner temporairement les doses de Subutex. La pratique, c'est si vous avez un patient, alors sous ALR, on peut se poser la question, contre une Subutex pareil. Patient qui n'aura pas besoin de morphinique en post-op de façon assez sûre, on ne touche pas au Subutex en fait. Par contre, s'il y a une chirurgie qui entraîne une douleur forte, c'est là où ça pose problème. Les recommandations, c'est d'arrêter quand même le Subutex 24 heures avant et de faire un relais post-op par de la morphine IV et d'adapter, en fait, de titrer jusqu'à l'obtention de l'effet analgésique avec une réévaluation quotidienne. Et après, quand il s'agit de reprendre le Subutex, alors c'est un petit peu touchy parce que dans les recommandations, ils disent d'attendre les premiers signes de sevrage pour donner le Subutex au patient. Voilà, c'est donc allez-y avec ça, mais... Voilà, pour vraiment éviter toujours les risques de dépression respiratoire, etc., il faut reprendre le Subutex à 24 heures après la dernière prise d'opioïdes à peu près. Voilà. Mais ça, c'est vraiment à adapter en fonction du patient.